Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aussi nombreux, cet après-midi dans cette salle, Ulysse. Avant de débuter cette séquence, Lawfare de l'après-midi avec nos invités, je souhaiterais adresser quelques remerciements. Évidemment des remerciements à nos 2 invités, madame Marine Grange et monsieur Pierre Bodo-Livinec, qui nous viennent de l'université de Saint-Étienne et de l'université, Paris-Nanterre. Donc merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, et de poursuivre un échange qui, avait débuté il y a, déjà quelques années, lorsque, avec le professeur Bodo-Livinec, nous avions discuté en 2019 déjà de la question du lawfare. Des remerciements également au laboratoire de droit international et européen et à l'Institut de la paix et du développement, sans qui, l'organisation de ce type d'événement, serait impossible, et qui mettent, à la disposition évidemment, leurs, équipes, pour que nous puissions rendre possible, l'aménagement de ce type de conférence. Et puis, un remerciement aussi aux auditeurs et aux auditrices qui sont, présents et présentes cet après-midi. Quels que soient les publics, le droit international anime, vos années, respectives ou les relations internationales, et il est toujours, satisfaisant de voir une salle, remplie et de voir un intérêt, renouvelé pour les questions que nous envisageons. Alors la conférence de l'après-midi, s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche, structurant, du laboratoire de droit international et européen sur le lawfare et les instrumentalisations du droit international. Vous avez déjà eu, toutes et tous, l'occasion de nous entendre, durant l'année sur, ce type de questions, et la recherche est menée depuis plusieurs années, dans ce cadre, puisque, nous travaillons au laboratoire, depuis 2022, sur ces questions. Et cette ambition de recherche, elle est centrée sur un objet qui est clairement défini et qui est à l'œuvre, d'un certain nombre de positions publiques aujourd'hui, et de positions que l'on entend de manière, tout à fait régulière. Il s'agit des instrumentalisations contemporaines du droit international, dans les discours, et des avatars de ces instrumentalisations, c'est-à-dire les concepts parfois, opérants, inopérants, stables ou instables, qui peuvent être mobilisés au bénéfice, de ces, instrumentalisations, et dans un but, de d'habiller, des objectifs de politique, étrangère. Alors ce programme de recherche, il a déjà donné lieu à plusieurs manifestations, des séminaires thématiques, depuis 2022, un colloque sur, les instrumentalisations sectorielles du droit international, et puis une école d'été, dont les actes, ont été, publiés, il y a, quelques jours maintenant, quelques semaines, sur les usages stratégiques du droit international et du droit européen, et qui donneront lieu à, la production de podcasts. Donc même si, certains d'entre vous ne seront plus à l'université, dans quelques semaines, vous aurez la possibilité de le contenu de ces productions grâce à notre diffusion assurée par Chiara Parisi, dont je reparlerai juste après. À côté de ça, l'objectif de ce programme de recherche, c'est aussi de structurer un réseau de partenariats, et d'acteurs qui sont en capacité d'éclairer, en fonction de leur, point de vue, cet objet, qui est un objet commun. Et donc nous avons, construit depuis plusieurs années maintenant, des partenariats avec des acteurs publics, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Justice, dans le cadre, d'échanges menés à propos de la stratégie française d'influence par le droit, dans laquelle l'Université Côte d'Azur a été, associée immédiatement pour, éclairer sur le plan scientifique ce que pouvait représenter le lawfare et ses risques. Et puis évidemment, ce sont aussi des partenariats, académiques qui nous amènent à dialoguer sur le lawfare, à l'occasion de plusieurs rencontres avec des collègues, et l'après-midi, du jour est consacré à ces rencontres. Alors, quelques mots maintenant simplement sur l'intitulé de cette conférence, et je ne serai pas long puisque vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, aujourd'hui, je ne veux pas occuper trop d'espace. La question qui est posée cet après-midi, c'est celle de savoir si le lawfare a fait long feu. Alors cette question est ouverte, elle est ouverte sur la notion déjà de lawfare, elle résonne avec, l'actualité contemporaine et les instrumentalisations qui sont à l'œuvre. Et l'objectif de cette question, et de cette interrogation est double. C'est à la fois de s'interroger sur l'échec
potentiel que pourrait être le Lawfare. Alors pourquoi un échec? Parce qu'il aurait été dépassé par, d'autres habillages, discursifs qui nient, désormais peut-être plus directement la normativité du droit international. Et en ce sens, on pourrait s'interroger sur le fait de savoir s'il existe toujours un besoin de justifier l'action lorsque les violations se généralisent et lorsque les discours, qui accompagnent ces violations ne s'ennuient plus, de proposer, une lecture juridique, des situations. Et puis l'échec aussi, peut-être parce que, la notion serait passée de mode, ce qui peut être le risque, d'un certain nombre de notions, instables, en raison de l'identification peut-être plus claire maintenant, des objectifs de ses promoteurs et donc de la nécessité, de la dépasser, ou bien de penser, peut-être ce qu'on verra dans les échanges, un nouveau subterfuge discursif pour expliquer un certain nombre d'atteintes, au droit international. Ça peut être une des voies de réponse, mais il y en a évidemment, beaucoup d'autres et on pourrait aussi considérer que, l'actualité plaide en faveur du maintien et de la pertinence, du lawfare. Pourquoi? Peut-être, 2 terrains, exploratoires. Parce que les situations, que la notion de lawfare, vise à décrire, c'est-à-dire un dévoiement du droit international qui est susceptible de transformer les conditions de la réaction, à son mésusage, eh bien, ce dévoiement, cette situation demeure et elle plaide en faveur de, la pertinence du lawfare pour continuer à l'envisager ou à l'étudier. Et enfin, peut-être parce que les mobilisations contemporaines du droit international dans les discours, ne sont finalement qu'une nouvelle étape du lawfare lui-même, initialement promu, par une doctrine militaire, américaine et initialement pensé comme un outil de négation du droit international et finalement peut-être que l'on est dans un lawfare, nouvelle génération, avec ce que l'on peut, constater aujourd'hui et finalement en cela, cette question pourrait, connecter, à la fois, l'échec de la notion et le potentiel intérêt de son maintien, sous l'angle, de l'analyse renouvelée de ce que pourrait être le lawfare en 2026. Donc voilà une partie des questions que nous avions en tête, avec Chiara Parisi, lorsque nous avons, construit cette intervention. Mais je m'arrête là et je vais tout de suite lui céder la parole pour, quelques mots également d'introduction. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, également, je vais, tout simplement donner quelques mots d'introduction. D'abord, pour dire que cet événement s'inscrit c'est le premier en fait, séminaire qui s'inscrit dans le cadre du projet de postdoc que j'ai le plaisir, de porter sous la direction de Julien Asselin sur les instrumentalisations et le lawfare. Plus précisément, le projet de postdoc, se concentre sur qui est, soutenu par une bourse d'excellence IDEX, il faut le mentionner, s'interroge sur le discours de politique étrangère, des États, membres permanents, du Conseil de sécurité et sur les instrumentalisations donc qu'ils en font, du droit international. Alors justement, les instrumentalisations du droit international sont multiples et multiformes et parmi celles-ci, nous retrouvons le phénomène dont il sera question aujourd'hui, donc le lawfare. Ce terme anglais, qui trouve ses origines aux États-Unis, a été employé dans un premier temps, pour décrire des stratégies de substitution des moyens classiques de la conflictualité armée et a connu rapidement du succès, en dehors des frontières des États-Unis et en dehors également du terrain, exclusivement militaire. Parce qu'on y a intégré effectivement aussi des aspects de stratégie politique. Hem, donc saisi par la doctrine, son contenu a été élargi et son usage étendu, et de manière générale, ce terme désigne aujourd'hui les usages stratégiques, du droit international par les États, ou d'autres acteurs lors d'une confrontation à des fins, politiques. La notion de lawfare ne fait pas l'unanimité, au sein de la doctrine et sa pertinence en droit est souvent débattue. Et nous allons justement, aborder ces questions, heu sur la notion du lawfare et ses mobilisations comme, Julien l'a dit tout à l'heure, avec nos intervenants que nous remercions. Donc d'abord madame Maryline Grange, qui est maître de conférences à l'université Jean Monnet Saint-Étienne et les membres du CERCRID et du collège des hautes études, de l'académie diplomatique. Ses recherches s'inscrivent dans le domaine de la justice internationale, du droit international humanitaire, des droits de l'homme
et sur les questions liées à la cybersécurité. Monsieur Pierre Baudolivinec, professeur de droit public à l'université, de Nanterre, membre du CEDIN. Ses travaux portent sur plusieurs enjeux, du droit international, notamment le droit de la responsabilité internationale, des organisations internationales, le rôle des juridictions internationales et de la gouvernance globale. Il est également juriste au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères français. Il a, travaillé au sein du bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Nations unies. Il a été directeur pendant quelques années des études de l'Association du droit international et il est membre du conseil de la SFDI. Donc nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais, vous dire comment ça va se dérouler. En fait, cette conférence, on va avoir un 1er temps, de discussion autour de la notion, du lawfare, donc les perceptions que nos intervenants, vont avoir de la notion de manière très générale. On va avoir un 1er temps d'échange avec la salle sur les questions de notion et ensuite on aura une deuxième partie sur, les mobilisations du lawfare, donc avec peut-être aussi des questions de plus d'actualité et on aura également, à la suite de cette, 2e partie, un temps d'échange sur les questions, qui ont été, invoquées évoquées plutôt. Alors donc je vais poser une première question, plutôt générale. Donc on l'a dit, hein, les débats autour de la notion de lawfare se situent à plusieurs niveaux. Au niveau définitionnel, nous l'avons dit, on n'a à l'heure actuelle pas une définition objectivement acceptée en droit, en tout cas. Les contours de la notion font l'objet de débats, heu, mais plusieurs définitions ont néanmoins été proposées. Au niveau du contenu substantiel de la notion de lawfare, il y a aussi, des débats parce que, le contenu est jugé parfois trop large pour être véritablement, opératoire et on débat également de sa pertinence juridique. Il faut également mentionner de différents niveaux de compréhension du lawfare, la dimension plus théorique, découlant des débats doctrinaux et une dimension plus fonctionnelle qui découle finalement de l'appréhension que chaque État a de la notion de lawfare, heu, qui découle bon, peut-être on va y revenir plus tard, mais qui découle aussi de la, place du droit international au sein de la politique extérieure de chaque État. Donc, si je me relie maintenant, à l'intitulé de cette conférence, le concept, pardon, de l'OFER a-t-il aujourd'hui perdu de sa pertinence analytique? Ou demeure-t-il une clé de lecture essentielle pour comprendre les usages stratégiques du droit dans les relations internationales? Et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ouais, d'accord. Merci, donc c'est moi qui vais commencer. Merci, je commencerai d'abord par vous remercier, pour l'invitation. Je suis ravie de venir pour la première fois sur le campus de Nice à cette occasion et vraiment je remercie, les organisateurs, les collègues pour leur invitation à discuter de cette notion et je suis ravie de le faire avec, mon ami Pierre, où ça nous donne l'occasion de nous revoir et de discuter, à cette occasion. Alors pour essayer alors je ne prétendrai pas répondre, mais donner quelques éléments de réponse à votre question. Effectivement, la notion de lawfare, alors elle est beaucoup travaillée. Il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de travaux sur cette notion et d'ailleurs ici, hein, c'est le lieu adapté pour cela puisque vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet et la notion est, c'est vrai, très critiquée. Notamment parce elle est considérée comme étant assez floue. Elle est connotée. Il y a un aspect, une approche péjorative, hein, de ce concept et elle est aussi critiquée notamment parce on pourrait penser et c'est le cas dans certains usages, que, cette notion affaiblit, le droit international parce que la règle serait perçue comme une contrainte, hein. La règle de droit serait perçue comme une contrainte qui serait imposée par l'adversaire pour empêcher d'agir et donc ça conduirait à considérer que le droit, international empêche d'agir. Donc critiqué pour cela notamment, hein, c'est, un des terrains d'application en matière de terrorisme. Donc ça affaiblirait le droit international ou alors c'est également critiqué parce que ce serait devenu très banal, finalement. Tout serait, plus ou moins devenu, lawfare. Alors pour essayer de préparer,
notre discussion de ce jour, j'ai constaté que le lawfare était peu revendiqué en tant que tel. C'est-à-dire que c'est, dans les discours notamment de dirigeants, on a assez peu de revendications, de pratiquer, du lawfare. On a plus souvent l'occasion d'accuser l'autre, de faire du lawfare. J'ai vu notamment une déclaration du premier ministre israélien qui reprochait à la CPI de faire du lawfare, mais c'est assez rare de trouver, la formule directement chez des dirigeants. Et c'est vrai qu'il y a un certain risque, je trouve, d'entraîner à trop utiliser le lawfare, d'entraîner vers une certaine défiance à l'égard du droit, particulièrement du droit international. Ça rejoint certains discours, on en parlait un petit peu, qui, nous annoncent, la mort du droit international puisqu'il serait utilisé, soit pour tout et n'importe quoi, soit, qui serait inutile, hein, si on suit, les déclarations de certains chefs d'État. Ce qui est vrai, me semble-t-il, c'est que à trop l'utiliser, ça risque de nuire au droit international si, on a une compréhension de la notion de nos fers comme un moyen d'empêcher d'agir, ou si on conçoit le lawfare comme un moyen, d'empêcher la lutte contre le terrorisme, hein, ce qui a quand même beaucoup été le cas au début, ou un moyen de contrer l'application d'autres règles de droit international. Si ça devient un prétexte pour justifier des atteintes portées au droit international, si ça devient un prétexte pour nier l'intérêt même de la règle de droit international, heu, ça conduit certains à ramener la discussion autour de ce qui serait juste, injuste, rapprocher, les débats, sur une question de morale, alors qu'en réalité, c'est très souvent plutôt une question de droit et non pas de morale. Alors ça conduit certains à parler, d'un angélisme des internationalistes. C'est un raccourci assez facile qu'on retrouve en ce moment et il me semble que, tout ceci, toutes ces critiques qui apparaissent, hein, qu'on trouve, régulièrement, résultent du fait que la notion initiale a trop été étendue, de mon point de vue, et qu'effectivement on a, presque, dévoyé, cette notion. Si on en revient, enfin, je sais pas si ça vous convient de oui, je continue comme ça, oui? Enfin, le format est libre et donc du coup, je suis partie un peu, comme ça. Si on revient à la notion d'origine, ce qu'est, le lawfare quand il a été identifié, par le général américain, vous l'avez rappelé, le général Dunlap, c'était vraiment dans le contexte, début 21e siècle, face aux reproches adressés à l'armée américaine, en Afghanistan par rapport à Guantanamo notamment, et où il conçoit cette approche comme, le fait que le droit peut être une arme de guerre, utilisée dans le cadre d'un conflit armé et surtout utilisée par l'ennemi contre, l'armée américaine, pour essayer d'empêcher, l'armée américaine, d'agir. Donc c'était une approche très, très militaire où on reproche à l'adversaire d'opposer notamment, les règles du droit international humanitaire pour les empêcher d'agir, pour les empêcher d'exécuter, les terroristes, pour empêcher, notamment les arrestations, pour contester, le traitement, des prisonniers sur, notamment les bases de Guantanamo. Et c'était donc péjoratif dans l'esprit même de ceux qui ont conçu déjà, la notion. Ça permet de désigner l'adversaire qui ne respecte pas, lui, les règles. Ça permet de délégitimiser l'opposition, ou parfois de justifier, l'action puisque l'autre ne respecterait pas les règles. Hem, Ça en fait un outil pour conduire des guerres en dehors, des moyens, cinétiques ou en parallèle des moyens cinétiques, et c'est, plus largement, hein, un moyen pour nier, la licéité de l'action de l'autre, et donc ça transforme l'approche de la guerre, ça conduit la guerre en dehors du champ de bataille, traditionnel vers, notamment, plus, des champs, du ressort de la vie sociale. Donc ça, c'était la conception initiale,
de ce qu'était cette notion de lawfare et puis ça a évolué. Ça a évolué, c'est devenu très souvent, la critique d'une règle, qui permet, de se défendre de son application, hein. On critique la règle pour ne pas avoir à l'appliquer. Hem, on a beaucoup utilisé la notion aussi avec un certain flou, vous l'avez évoqué tout à l'heure, autour de la politique juridique extérieure où, voilà, sans trop, nécessairement dissocier les 2. Et puis on a même un certain nombre d'écrits d'auteurs, qui considèrent finalement que toute instrumentalisation du droit serait du lawfare. Et tout discours sur le droit serait, désormais du lawfare, toute mise en cause de la violation du droit par un autre, ce serait instrumentaliser le droit et donc ce serait, du lawfare. Donc il y a un flou qui s'est développé très nettement, qui est entretenu par un certain nombre d'auteurs qui travaillent sur la notion. Et effectivement, je comprends que ça vous amène à poser cette question de savoir, finalement, puisque c'est devenu tellement flou, tellement presque banal, est-ce que ce lawfare a fait un long feu? Alors au-delà de la belle assonance, hein, qui m'a beaucoup amusée pendant la préparation à répéter, constamment cette formule, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à effectivement quelle serait mon approche de ce que serait le lawfare. Et ce qui est à peu près, en tout cas, plus certain de mon point de vue, c'est ce que ça n'est pas. Et il me semble qu'il est important de maintenir le concept de lawfare, mais de le dissocier de ce qui n'en est pas. Et qu'est-ce qui n'en est pas? Il me semble que, on ne peut pas considérer que ce soit synonyme de la politique juridique extérieure d'un État. C'est discutable, ça sera probablement discuté, mais la politique juridique extérieure d'un État se déploie en dehors des situations de conflit armé. Heu, et a priori, c'est quand même établi. Donc si on considère que la politique juridique extérieure, c'est comme du lawfare ou ce serait synonyme du lawfare, ça supposerait de considérer, soit qu'on est en état de guerre permanent, il me semble pas, alors que la politique juridique extérieure, c'est normalement conçu comme étant sur un temps long, normalement comme étant assez constant, peu importe, l'ennemi en question. En revanche, le lawfare peut faire partie de la politique juridique extérieure. Mais il me semble, délicat de considérer que ce serait un synonyme. Le lawfare n'est pas non plus, me semble-t-il, tout usage stratégique du droit. On voit aussi, certaines approches considérer que tel est le cas, et il me semble que ça complique la discussion parce que, finalement, ça revient à banaliser, l'usage de la règle de droit. Le droit, par définition même, c'est un outil. C'est un outil qui est utilisé pour certaines finalités, quelles qu'elles soient. Et donc, le droit est toujours lié à une approche politique. On utilise le droit en fonction de, ce vers quoi on veut aboutir. C'est toujours lié, pour le droit international, aux relations internationales. C'est pas propre à ce qui se développe depuis une vingtaine d'années. Tout n'est pas l'offert et c'est pas pour autant tout abus de la règle de droit. La règle de droit existe pour qu'elle soit utilisée, pour qu'elle soit parfois instrumentalisée et c'est pas pour autant que c'est, contre un adversaire, contre un ennemi. C'est dans son essence même, la règle de droit, d'être utilisée pour justifier d'agir dans un sens ou dans un autre. Sinon, il me semble que le risque, c'est de parler de trop de choses différentes derrière un même concept et donc de ne plus pouvoir, identifier les particularités du lawfare par rapport aux autres situations et c'est le but, on l'oublie parfois, c'est le but de la règle de droit d'être utilisée et d'être exploitée, pour telle ou telle fin. Donc qu'est-ce que ce serait que ce lawfare? Il me semble qu'on peut conserver une approche en partie similaire à ce que c'était initialement. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui encore, ce lawfare, c'est une action dans le cadre d'un conflit armé, d'une guerre, alors armée internationale ou non, mais que ça doit rester un usage dans le cadre d'un conflit armé. Ça reste, me semble-t-il, une action pour gagner une guerre contre l'ennemi.
ça reste, quand on parle de lawfare, me semble-t-il, on reste dans cette démarche de vouloir l'emporter sur l'adversaire, gagner une guerre contre l'ennemi et ça reste, l'idée selon laquelle le droit est utilisé en parallèle à des armes ou à la place des armes et de ce point de vue-là, j'ose espérer qu'on conserve précisément ce lawfare. C'est toujours mieux, que ces guerres se déroulent par le droit plutôt que, par d'autres moyens et ça reste un outil pour projeter une puissance pour un État par un autre moyen ou pour compenser une absence de puissance pour un État qui serait, partie à un conflit armé. Donc le droit, serait un élément stratégique dans la conduite des hostilités et si, pour essayer d'avoir une définition voilà, dont on peut largement discuter, ce serait d'utiliser le droit dans un conflit contre un ennemi, mais pas seulement pour dire que l'autre fait un mauvais usage du droit, mais aussi pour revendiquer pour son propre compte le droit d'agir ainsi dans un conflit. Et donc ça sort de l'approche initiale qui était vraiment que pour accuser l'autre de mal agir. Il me semble important que, les États puissent se saisir du droit pour, soutenir aussi leur position dans le cadre d'un conflit armé et pour l'emporter sur l'adversaire, mais, pour justifier ses actions et le bien-fondé de ses actions, si évidemment, tel est le cas. Donc le contexte reste le même, dans un conflit armé, en parallèle ou à la place de moyens plus traditionnels de guerre. Ça peut être utilisé par des victimes, mais aussi par l'auteur de l'attaque directement. Pourquoi pas? Si c'est pour justifier et c'est ce qui ressort, hein, des discours qu'on peut étudier, mais ça, on y reviendra probablement plus tard. Ça peut être utilisé par le faible, mais aussi par le fort, qui peut vouloir soutenir son action dans la guerre par les moyens juridiques et pour nuire à un adversaire, celui qui est en face, dans le conflit armé ou pour prendre l'ascendant sur l'adversaire, soit pour justifier qu'on agit correctement, soit pour pointer effectivement les mauvaises applications par l'autre. Et il me semble que, c'est intéressant de voir qu'on sort de cette idée de seulement pointer l'illicite chez l'autre, mais justifier sa propre action grâce au lawfare. Alors, voilà, j'ai des propositions. Je ne sais pas si on est, sur la même approche, on n'a pas développé. J'ai trop développé, c'est sûr, hein, je sais pas, mais et j'ai hâte de savoir comment, Pierre, voit cette, notion de lawfare ou enfin, je sais pas, c'est ça? Oui? Je passe directement? Bien, merci. Et merci, d'abord à Chiara et à Julien. Moi, je suis tout voilà, j'ai un principe que j'ai établi il y a plusieurs années. C'est-à-dire que quand je suis, invité par, mes collègues, de Nice, Anne, Jean-Christophe, maintenant, Julien et Chiara, je dis toujours «oui». Et puis après, je regarde de quoi il est question. Bon, alors parfois, je suis plus ou moins confortable, mais je dis toujours «oui». Voilà. Donc là, j'ai dit «oui» tout de suite et je ne l'ai pas regretté, bien évidemment. L'occasion de débattre avec Marilyn. Alors Marilyn et moi, on se connaît depuis assez longtemps parce que dans des fonctions qui ne sont pas forcément des fonctions universitaires. C'est-à-dire qu'on a été effectivement, pas au même moment, Marilyn beaucoup plus jeune que moi, heu, à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et puis on a gardé des liens avec cette direction et maintenant il nous arrive de travailler, bénévolement, pour la République dans le cadre d'activités de conseil dans la CIJ et donc, ça fait plaisir de la retrouver, pour une fois sur un exercice universitaire pour discuter de ça. Et puis lorsque j'ai préparé, cette conférence, je j'étais un peu amusé et surpris honnêtement de cette invitation, à laquelle j'avais déjà répondu donc positivement. Heu, Parce que j'ai le souvenir que Julien a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, en 2019, Julien m'avait invité à Bordeaux, déjà pour parler du lawfare, une petite conférence très sympathique. Et donc j'ai relu les notes, que j'avais, prises à l'époque, et j'avais été, très très négatif sur le lawfare. Alors je me suis dit: «Bah tiens, je découvre que Julien est un peu masochiste».
j'avais vraiment critiqué son concept, eh bien, il me réinvite, vous voyez? Donc je dis: «Bon, voilà». Mais en même temps, c'est bien parce que, l'âge et la sagesse aidant, eh bien, ça m'a permis de revisiter ce concept de l'offert et peut-être, d'être un petit peu moins, critique aujourd'hui sur ce concept que je l'étais, à l'époque. Alors je suis, d'accord avec beaucoup des choses que Marilyn a présentées et je vous le dis tout de suite, je crois qu'elle a raison probablement. C'est-à-dire qu'il faut sans doute, si on veut sauver l'offert, il faut sans doute lui garder une forme de pertinence et de cohérence. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, je crois qu'elle a raison. On ne s'est pas, préparé plus que ça, on a joué le jeu puisqu'il s'agit d'un débat, on a gardé nos arguments, mais de manière donc tout à fait non artificielle, naturelle, je vais quand même pas être d'accord avec elle. Ça tombe bien, sinon il y a pas de débat, pour des raisons que je vais vous expliquer. Mais c'est elle qui a raison. Voilà, hein. Donc pour le plaisir du débat, je vais vous dire que je vais vous donner d'autres arguments, mais gardez bien en tête que la raison est à gauche, ce qui est toujours une belle chose à dire dans cette ville de Nice, à la veille des élections municipales. Oui, non, mais c'est tu sais, parfois quand on est avec les enfants, ils te disent: «Faut on va à gauche ou à droite?» Ça nous est tous arrivé. Moi, je dis toujours à mes enfants: «Va à gauche, il y aura moins de monde». Voilà. Donc ils ont pas compris tout de suite, hein, mais maintenant ils commencent à comprendre le sous-texte de ce petit conseil. Je ferme cette parenthèse. Comme je le disais, lors du déjeuner, très sympathique, je suis surtout connu, on a très gentiment Chiara rappelé quelques faits d'armes, mais je suis surtout connu en droit international pour mes blagues, plus que pour ma contribution, à la doctrine et ça me va très bien comme ça. Alors le lawfare maintenant, parlons-en un petit peu. Bah, le lawfare honnêtement, il a pas grand-chose pour lui, il est mal né, tu l'as dit, alors il cumule les défauts. C'est pas un concept doctrinal, ça a été inventé par des praticiens. Donc déjà, nous les profs, on n'est pas très contents. En plus, ces praticiens sont des militaires et en plus sont des Américains. Autant dire que la chose est mal partie et ils ne se sont pas cachés, tu l'as rappelé, d'utiliser donc le droit véritablement comme une nouvelle arme, un moyen, un autre moyen de défendre comme ça des thèses dans le combat. C'est une arme au sens presque littéral du terme. Ça date un peu maintenant, ça date de 2001 cette histoire de lawfare, donc c'est avant tout ce que l'on a connu et ce que l'on connaît aujourd'hui, par exemple les débats sur, le cyberwar, la guerre cybernétique, mais on retrouverait déjà des éléments. C'est un peu prophétique dans ce sens-là. On peut changer la notion même d'arme dans le conflit. Vous voyez déjà rien que pour ça, c'est pas un concept qui est extrêmement porteur. Julien l'a dit, ça fait aussi partie de ces concepts qui sont à la mode à un moment donné. Donc il y a des modes, en droit international. Moi, quand j'étais jeune, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, un autre millénaire, c'était la légitimité démocratique qui était à la mode. Puis après, on a eu, je sais pas moi, on a eu la responsabilité de protéger, on a eu la fragmentation du droit international. Alors ça donne des thèses, il y a plusieurs personnes qui font des thèses sur ces questions et puis la mode passe, évidemment, et on passe à autre chose. Alors, il y a eu un temps du lawfare, et puis effectivement, le concept s'est un petit peu effrité, il s'est un petit peu comme ça, il est devenu un peu évanescent et surtout, en fait, derrière cette notion de lawfare, ben, on peut se dire qu'on habille de manière nouvelle des choses qui sont finalement assez anciennes et assez classiques. Bah oui, le lawfare, vous l'avez bien compris, là-dessus, je n'ai rien à redire à ce que vient de dire Marilyn. C'est une forme d'instrumentalisation du droit, mais le droit, il est fait pour être instrumentalisé. Kelsen nous a offert une extraordinaire théorie pure du droit, mais à ma connaissance, personne n'a encore fait une théorie du droit pur. Parce que le droit n'est pas pur, il est impur, c'est un outil qui nous sert pour avancer, pour comprendre la société, l'environnement, le contexte dans lequel on se déploie, et cet outil n'est pas neutre. Nous l'utilisons d'une manière particulière, avec des fins particulières, parfois nous gagnons, parfois nous perdons, mais le droit, c'est un outil et il faut l'accepter.
Heu, les juristes, on a travaillé encore une fois tous les 2 à la direction des affaires juridiques et moi j'ai des souvenirs très précis de cela. Le directeur des affaires juridiques, m'envoyait dans des réunions où je voyais bien que j'étais pas vraiment le bienvenu. Le juriste est pas bienvenu, il apporte des mauvaises nouvelles. Faut-il faire une objection à une réserve? Voilà, c'est des choses aussi bêtes que cela. Donc le juriste est mais on a besoin de lui. On a besoin de lui parce que c'est lui qui va nous donner, des éléments de rationalité. Voilà. Vous faites des études de droit, j'imagine. Bah oui, c'est peut-être moins glamour que faire des études de cinéma, mais le cinéma, c'est magnifique, mais les juristes, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux, même s'ils ne nous font pas toujours rêver. Donc, bah, le Lawfare nous dit quelque chose, nous rappelle quelque chose qui est relativement basique, j'y reviendrai tout à l'heure, bah oui, c'est que le droit est un instrument et que il a été développé, cette instrumentalisation, c'est ça la spécificité du lawfare. Cette instrumentalisation, elle a été poussée à l'extrême dans les questions qui relèvent, du ius in bellum, ou du ius ad bellum, pardon, ou du ius in bello, c'est-à-dire du droit de faire la guerre et puis du droit dans la guerre, du droit humanitaire. Très bien. Alors si on dit ça, ben, il reste plus grand-chose à sauver, je dirais, du lawfare et puis c'est là qu'en préparant cette conférence, je me suis réveillé. Je me dis: «Mais non, finalement, il faut peut-être quand même lui donner une chance à ce concept». C'est là que nous allons sans doute être un petit peu en désaccord parce que, eh bien, moi, je considère aujourd'hui, très modestement, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et tous les jours nous sommes en guerre pas simplement parce qu'il y a malheureusement, des conflits armés, je n'ai pas besoin, de développer, ce point, mais nous sommes en guerre vraiment pour la civilisation et pour la place du droit. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous rebâche les oreilles avec la mort du droit international, tel ou tel homme politique, ou penseur, avec des gros guillemets, français, nous dit que le droit international, est mort ou alors qu'il est dangereux. Maintenant, on est à la phase ultime et donc aujourd'hui, nous sommes entrés véritablement dans, je reviendrai dans quelques instants, dans une forme de guerre pour le droit en général et c'est pas le droit en tant que juriste, c'est pas le juriste qui parle. C'est-à-dire, heu, pour le triomphe ou en tout cas le maintien d'une forme de rationalité dans, l'appréhension, pour ce qui nous concerne, des relations internationales. Si nous perdons, en tant qu'élément de pertinence, l'outil qu'est le droit international, eh bien, nous perdons c un langage commun. Il n'y en a pas 36 des langages communs. Nous ne pouvons plus nous parler et donc le lawfare pour moi, a une pertinence, parce que c'est vrai qu'il existait avant, c'est vrai qu'il y a toujours une instrumentalisation. Mais aujourd'hui, eh bien, le droit international est à la fois extrêmement développé, il s'est professionnalisé, il s'est raffiné, il s'est technicisé. Si vous faites du droit international, on en parlait, on a beaucoup d'étudiants qui veulent faire du droit international aujourd'hui, tant mieux, c'est génial. Mais c'est pas parce que c'est un droit de prof. C'est parce que le droit international, je dirais, transpire, envahit dans tous les domaines de la vie sociale. Et donc, ici, alors qu'il est menacé, eh bien, la notion de lawfare retrouve, je dirais, une pertinence, si l'on veut, parce qu'il permet de comprendre comment l'instrumentalisation du droit dans cette guerre, pour la raison qui est actuellement, menée, eh bien, cette instrumentalisation est pertinente. J'espère que je suis suffisamment clair dans ce que je vous dis, mais voilà. Alors, pour continuer, je ne veux pas être trop long parce que question, mais il y a un problème avec le lawfare, problème que j'avais déjà évoqué, à Bordeaux il y a quelques années, c'est comment traduire ce concept tout bêtement? Comment, qu'est-ce que on pourrait faire un jeu, enfin, c'est pas un jeu très drôle, mais on pourrait faire un jeu et vous avez 5 minutes, comment vous allez traduire chacun ou chacune d'entre vous le terme lawfare? Ah bah, c'est pas simple. C'est comme la soft law, hein, le droit mou, droit tendre, droit vert, enfin, voilà, il y a des concepts qui ne se traduisent pas, facilement et alors tant mieux. Mais le lawfare, on touche là à l'une de ses particularités, c'est que c'est ce que j'appellerais un concept flasque.
il est ambivalent, il est difficile à saisir, c'est frustrant, il n'a pas de définition simple et tant mieux car ça va nous permettre de jouer un petit peu avec. Moi, je vais vous proposer 3 traductions possibles du Lawfare. Ce sont les miennes, elles n'ont aucune pertinence, enfin je veux dire, prétention à une vérité scientifique particulière. Je vous fais juste 3 propositions pour qu'on réfléchisse à ce que le Lawfare peut être. La première proposition, c'est la plus simple, c'est la plus, directe, c'est celle probablement qu'ont voulu, les créateurs du Lawfare, c'est la guerre par le droit. Voilà, donc faire la guerre par le droit, tu en as parlé et ici on retrouve finalement des éléments, très classiques depuis 1945 qui nous rappellent quand même que depuis 1945, en tout cas formellement, eh bien le droit a gagné contre la force. Alors, c'est une victoire triste pour les raisons que je vais expliquer dans quelques instants, mais quand même, à partir de 1945, à partir de l'interdiction du recours à la force, puisqu'on ne peut plus juridiquement se faire la guerre, eh bien, alors le droit trouve sa pertinence pour essayer de faire la paix, même si c'est une illusion, on n'arrivera jamais à avoir la paix, mais en tout cas pour essayer à la fois de promouvoir la paix et de repousser la tentation de la guerre, de repousser la tentation de la force. Donc, ici, finalement, le droit prouve une pertinence dans la guerre, là où, avant 1945, cette pertinence n'était pas nulle, mais elle était relativement faible. Mais cette victoire, elle est triste parce que, comme chacun le sait, eh bien, en permanence, les acteurs tentent d'utiliser le droit pour justifier le recours à la force. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte, si vous le lisez, lui-même se prêterait à des interprétations diverses. Interdiction du recours à la force, je vous le rappelle, contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale. Il y a déjà une petite nuance ici. Et puis, vous savez tous et toutes que cette interdiction du recours à la force, elle connaît quelques exceptions. La légitime défense, et on a un article célèbre du professeur Verhoeven qui nous parlait en 2001, la même année, des étirements de la légitime défense. Comment cette exception qui devrait, comme toute exception juridique, rester d'interprétation stricte, comment cette exception de légitime défense, eh bien, on va essayer de l'étirer pour justifier des recours à la force au-delà du principe de l'interdiction. Et ce que Joe Verhoeven nous dit en 2001, eh bien, en 2003, vous le voyez lorsque les États-Unis, le Royaume-Uni essayent de justifier juridiquement l'intervention en Irak. Vous le voyez en 2022. Je vais vous donner un conseil qui va peut-être vous paraître étrange, mais lisez le discours. Il est disponible, il était en tout cas, mais je n'ai pas vérifié, mais il a été pendant longtemps. Lisez le discours de Vladimir Poutine au peuple russe au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous allez être très surpris parce que ce discours est un discours juridique. Alors, on peut ne pas être convaincu par les arguments de Vladimir Poutine, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est très surprenant, c'est que, pour nous, c'est que ce discours n'est pas du tout un discours trumpien ou trumpiste, je ne sais pas comment on dit. C'est un discours qui dit: «Mais attendez, il y a eu le Kosovo, il y a eu des précédents, il y a un génocide en Ukraine et donc moi, je considère que juridiquement, j'ai le droit d'agir». Encore une fois, on peut ne pas être convaincu. Mais vous voyez, en fait, typiquement, l'acteur utilise le droit à des fins, stratégiques et on pourrait encore, développer d'autres tensions comme ça. Le droit a trouvé une pertinence, c'est une victoire, mais cette victoire, elle est pas à la Pyrrhus, mais elle est triste. Cette victoire, elle est jamais complètement gagnée. 2e, j'essaie de ne pas être trop long, mais vous me dites si je vais aller plus vite. 2e traduction possible, lawfare égale non pas, guerre par le droit, mais la guerre des droits. Et là, on en revient à ce que Marilyn a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on appelle généralement la politique juridique extérieure. Utiliser le droit comme, ou un droit, une interprétation du droit ou une branche du droit, utiliser un outil juridique pour avancer une politique donnée. Au fond, on pourrait penser que le lawfare a été inventé par des Américains car ils ne savaient pas que nous, les Français, nous avions inventé
la politique juridique extérieure. C'est un ouvrage, ancien conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères, Guy de la Charrière, et c'est un ouvrage qui est paru en français chez un éditeur français, pas le plus connu en plus, Ellipse. Et moi, je n'exclus pas totalement que les créateurs du Lawfare n'aient simplement pas vu, parce qu'ils ne parlaient pas français, qu'il y avait un concept. On dit qu'en France, on disait quand j'étais jeune, on n'avait pas de pétrole, on avait des idées. Ben oui, on a une belle idée, c'est la politique juridique extérieure. Le problème, c'est que personne ne l'a vue parce qu'elle était en français et qu'elle n'avait pas été diffusée. J'exclus pas totalement que le lawfare a été inventé par des gens qui ne savaient pas qu'il y avait cette notion de politique juridique extérieure. Mais je referme la parenthèse. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que effectivement, le lawfare met l'accent sur cette fameuse instrumentalisation, cette politique juridique extérieure. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marilyn qui nous a dit, si j'ai bien compris, bah, il faut distinguer les deux notions. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marilyn, ici, défend, si j'ose dire, sa crèmerie. Elle le fait très bien parce que c'est une spécialiste de la politique juridique extérieure. Elle ne voudrait pas que son beau concept de politique juridique extérieure soit un peu sali par ce lawfare créé par des militaires américains. Je te comprends très bien. Mais néanmoins, cette politique juridique extérieure, elle existe depuis très longtemps, mais elle a beaucoup évolué. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit international lui-même a beaucoup évolué. Il s'est beaucoup développé, il s'est beaucoup technicisé, il s'est beaucoup complexifié. Donc aujourd'hui, la politique extérieure, qui était quelque chose d'un petit peu artisanal quand même, c'est devenu un métier à part entière, que d'ailleurs des cabinets d'avocats font, mais tout le monde fait. Les États le font, les avocats le font, les sociétés multinationales utilisent ça, la société civile, les ONG l'utilisent ça, et même des juridictions le font, on y reviendra, et même les profs, parfois, je dois le dire, ils défendent une thèse juridique parce qu'ils ont une petite idée politique en tête, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ils défendent une vision du droit parce qu'ils ont une vision politique derrière. Donc, vous voyez, la politique juridique extérieure, et c'est en ce sens qu'elle rejoint l'enfer, elle s'est beaucoup elle-même raffinée, technicisée, professionnalisée. Je pourrais prendre plein d'exemples de ces domaines, dans les sources du droit, l'attrait de la soft law, dans les combats sur les branches du droit. Est-ce qu'on applique un droit général ou des branches spécifiques? Mais écoutez, le hasard tombe bien. Je ne sais pas s'il tombe bien, mais enfin, il tombe. Si j'arrive à rallumer mon téléphone, au moment où cette conférence commençait, je reçois un communiqué de presse de la Cour internationale de justice. Je ne vous invente pas, hein, il est de 14h31. Et ce que nous dit ce communiqué de presse de la CIG: application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza, Afrique du Sud contre Israël, une affaire très importante pendante devant la Cour, déclaration d'intervention en l'affaire déposée le 12 mars 2026 par la Namibie, les États-Unis, la Hongrie et les Fidji, au titre de l'article 63 du statut de la Cour. Alors, je ne vais pas faire de la technique juridique, mais au fond, donc, dans cette affaire très sensible, Afrique du Sud contre Israël, qui porte sur la question de savoir s'il y a eu un génocide dans la bande de Gaza, je la fais un peu courte, mais c'est quand même ça le cœur de notre histoire, eh bien, des États utilisent un article du statut de la CIJ pour donner, l'article 63, c'est ça, hein, pour donner leur interprétation de la Convention sur le génocide. Est-ce que vous croyez vraiment que les États pensent que la CIJ est si bête qu'elle a besoin d'avoir un avis un peu objectif sur ce que dit la Convention de 48? Mais pas du tout. Les États font ça parce qu'ils veulent intervenir dans une procédure pour essayer de soutenir l'une des parties au litige ou la thèse défendue par une partie au litige. Politique juridique extérieure, et même, honnêtement, on est dans du lawfare là, dans la professionnalisation, dans la rationalisation de l'outil du droit. Devant la CIJ, hein, qui est la Cour mondiale. Troisième et dernière possibilité, après promis. Alors oui, non, j'ai oublié de dire quelque chose. Si cette deuxième traduction, si vous l'acceptez, donc la guerre des droits, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Parce que si on se dispute sur l'application, l'interprétation de telle ou telle règle, de telle ou telle branche du droit, ça veut dire que, eh bien, précisément, l'approche juridique reste pertinente. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez du boulot.
Vous avez bien fait de choisir le droit international. Super nouvelle. Mais il y a une troisième traduction possible. Il y en aurait d'autres, hein. La troisième production possible serait de dire que le lawfare, aujourd'hui, c'est devenu une guerre sur le droit, sur la pertinence même de du droit, de cet outil pour régir les rapports sociaux et en l'occurrence les rapports dans la société internationale. Et ça, c'est essentiellement, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que c'est essentiellement Trump. Trump, Poutine, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Poutine, il se place encore du point de vue d'un droit qu'il essaye de manipuler à sa main. Trump nous dit en majuscule, I don't care. Savoir si c'est légal ou pas légal, mais alors, mais vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Et cette dernière vision donc du lawfare, mais encore une fois, je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais pas salir la belle harmonie de cette salle cet après-midi, mais encore hier ou avant-hier, vous aviez des anciens premiers ministres français, pourtant jeunes et beaux, en train de dire: «Le droit international, c'est mort, ça sert à rien, c'est totalement» moi je des gens qui ont, comment on dit? Pignon sur rue à la télévision, dire: «Le droit international, c'est un atout c'est un outil d'oppression» et cetera. Je pourrais vous donner les déclarations, je les ai sous les yeux. Moi, ça me surprend beaucoup cette espèce de plaisir morbide que l'on voit depuis quelque temps sur les chaînes de télévision ou ailleurs, de gens qui nous disent: «Le droit international est mort, le droit international est mort, le droit international est mort», qui ont l'air fous de joie de ça. Mais il est pas du tout mort, le droit international. Il est en pleine forme. Il nous sert plus que jamais. On peut ne pas être d'accord, ça n'a aucune importance. Mais aujourd'hui, le vrai combat, c'est pour ça que je parlais, sans vouloir exagérer, de guerre. Le vrai combat, il porte sur la pertinence, la préservation du droit international comme, encore une fois, un outil de compréhension de cette société très particulière qu'est la société internationale. Et le droit international, eh ben, il a des défauts, lui aussi, il est mal né, hein. Il est d'abord, il est difficile à comprendre même pour les juristes. Je ne vais pas vous faire un cours de deuxième année, mais enfin bon, heu, là, il n'y a pas de centralisation de la production de la norme. Donc ça laisse déjà ça ouvert des petites exagérations. En termes d'application de la norme, bah, où est le juge? On voit bien, vous voyez les critiques qui se jouent, par exemple, c'est très violent les critiques auxquelles fait face aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très particulier, les États qui attaquent la Cour européenne des droits de l'homme, les États qui attaquent personnellement, physiquement, un juge de la Cour pénale internationale. C'est quand même pas banal ça. Et derrière la personne de ce juge, c'est l'institution, c'est ce qu'elle représente, c'est le droit qui est visé. Donc vous voyez, le droit international, il est un peu difficile à comprendre, c'est aussi pour ça qu'il est fragile, c'est pour ça qu'il est menacé. C'est un droit européocentré, au départ, donc il peut aussi être critiqué et puis surtout, c'est un droit qui, par définition, menace les expressions brutes de la puissance. Et donc, ce droit, il faut le combattre. Alors donc aujourd'hui, oui, on a bien une guerre sur le droit et c'est ça qui sauve le lawfare. Parce que si on est en guerre, il suffit de le savoir, il faut se battre. Et la rationalité a des éléments pour elle, pour dire qu'on va peut-être gagner quand même au bout du compte. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais vous donner une autre vision des choses. Merci beaucoup pour, ces 2 prises de parole, qui, font état de cette définition et qui offrent des perspectives de compréhension. Alors, sans vouloir monopoliser, les échanges, peut-être que j'ai une question, pour vous 2. Hem, Vous avez, beaucoup parlé de cette invocation, potentielle de la mort du droit international. Vous avez évoqué aussi le fait que,
peut-être que nous étions en guerre pour la civilisation et que, la mort du droit était, non loin et on serait dans la phase ultime, de la disparition de cet outil. Et puis on a aussi parlé de l'angélisme, des internationalistes qui a pu être opposé, et qui a pu, être considéré comme, finalement le désintérêt que les juristes pouvaient avoir parfois pour la réalité et simplement leur volonté de préserver un outil. Moi je me demande quelque chose, c'est vous avez évoqué, la guerre par le droit, la guerre des droits, la guerre sur le droit. Est-ce que nous, juristes, on a la capacité d'opposer quelque chose à ce concept? Alors, évidemment que la politique juridique extérieure peut être mobilisée et on peut voir, l'holophère comme, un de ses avatars ou en tout cas une de ses traductions sectorielles, aux États-Unis. Mais, est-ce qu'on a la possibilité, nous, en tant que juristes, de répondre sur le terrain, communicationnel? Parce qu'il y a un enjeu avec l'holophère qui est un enjeu de communication assez évident. C'est l'intérêt de ce concept Flasque. Alors j'avais pas, le terme jusqu'alors, mais je l'ai bien noté. Et est-ce qu'on a un moyen finalement de répondre, pour mener une guerre pour le droit? Est-ce que c'est la traduction finale, qu'il faudrait finalement, proposer de la notion? Voilà quelques éléments et quelques questions si vous voulez, y répondre. Oui. Je vais juste compléter un petit peu cette question. Alors, c'est vrai que vous avez touché beaucoup, beaucoup de de questions sur la notion, du lawfare. Heu, Vous avez été bien traité, donc ça. hem, si je reviens un petit peu sur ce qui a été dit, finalement, est-ce que si je me relie, en fait, à la question de la pertinence, est-ce qu'en droit, on n'a pas déjà des outils, finalement? Est-ce qu'on peut pas mobiliser des catégories juridiques qui existent déjà? C'est une question qui revient souvent lorsque on se penche, sur la question du lawfare. Est-ce qu'on peut pas mobiliser d'autres, catégories juridiques qui existent déjà? Je pense par exemple, à l'abus de droit. Est-ce que alors je connais la réponse, je voulais juste, avoir votre avis là-dessus. Est-ce que on a une vraie pertinence alors du lawfare en droit international? Comme tu veux. Bon, il y a 4 répondre à peut-être à la première question, enfin, comme tu veux, comme ça. Alors, bah, je vais commencer par, essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question de Julien, qui est évidemment une question très pertinente. Effectivement, on voit aussi cette petite musique monter sur, finalement, l'angélisme des internationalistes, ce côté un peu déconnecté des réalités. Au fond, eh bien, oui, Maduro, il a peut-être pas été, on y reviendra peut-être un peu plus tard, il a peut-être pas été, comment dire? Arrêté et transféré aux États-Unis de manière extrêmement, conforme aux règles de droit, les plus basiques, mais après tout, hein, qui va aller le défendre, ça peut se discuter et ce que je viens de dire, ça s'appliquerait sans doute encore plus à Ali, Khamenei, l'ancien guide suprême et cetera. Bon et à tous ces Iraniens qui, massacrent leur population, des femmes, des étudiantes, on sait tout ça, hein, bon. Donc évidemment, la parole du droit par rapport à ce rouleau compresseur est compliqué et s'il s'agit de dire simplement: «Ah ben oui, quand même, c'est pas très légal tout ça, c'est pas très licite», c'est un discours qui s'entend, mais qui tombe assez rapidement. Et tu as raison quand tu dis qu'il y a une dimension communicationnelle dans tout ça. Alors, ceci dit, on peut, et il faut pas le nier ça. C'est-à-dire qu'effectivement, arriver avec, le voilà, comme un juriste dans sa tour d'ivoire en disant: «C'est illégal, c'est illégal, c'est illégal», bon, ça peut vite, s'arrêter et on est aussi là pour parler. Si le droit est un instrument, pour comprendre les rapports sociaux, bah, il faut aussi parler à la société. On le fait chacun comme on voilà, on est tous plus ou moins à l'aise avec ça. Moi, je parle pas beaucoup aux médias. Vraiment, pour vous donner un exemple, heu, je fais très peu parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Bon, puis j'ai pas je ne crois pas que les spotlights de la télévision vont me faire bronzer. D'ailleurs, je suis breton, donc je ne souhaite pas spécialement bronzer. Mais il m'arrive quand même de le faire quand je trouve que la question est pertinente ou en tout cas que le débat est pertinent. La semaine dernière, bon, il se trouve que j'étais en vacances à l'étranger, donc ça m'arrangeait bien, voilà. Mais au même moment, 2 fois de suite,
m'appelle en me disant: «Monsieur le professeur, on voudrait que vous interviewez sur, la présidence du conseil de sécurité par Melania Trump». Alors je n'ai aucune idée, ça m'intéresse pas du tout, vous voyez? Donc je rien à faire moi de la présidence du conseil de sécurité par Melania Trump. Donc je dis: «Ah bah, je suis désolé, je suis en vacances, je peux pas». Puis une demi-heure plus tard, on dit: «Ah monsieur le professeur, on voudrait, vous interviewer sur, les Nations unies, le Board of Peace», tout ça, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Elle dit: «Ah oui, alors tout à fait, là, oui, j'étais tout à fait d'accord pour en parler». On doit pouvoir parler et il suffit pas on va parler du Board of Peace, il suffit pas de faire quelques blagues sur le Board of Peace, il faut prendre les choses au sérieux et interroger la manière dont nous pouvons porter un discours juridique. Mais justement, il y a des manières de porter ce discours juridique. La première manière, c'est quand même de rappeler, et là je ne parle pas uniquement du droit international, mais que le droit en général, son office, c'est la sécurité des rapports juridiques, je ne vous apprends pas grand-chose, mais donc une certaine euh, euh, stabilité, une certaine prospective. Le droit est là pour poser des bornes. Ce n'est pas parce que le droit pénal interdit le vol qu'il n'y a pas de vol, évidemment. Mais dans cette utilité limitée-là, le droit est essentiel. Ben oui, on va peut-être y reparler tout à l'heure, mais le droit sert d'abord à qualifier. Et ce travail de qualification, il reste essentiel, y compris dans les situations les plus tendues. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et le dire déjà, le dire clairement, c'est déjà essentiel. Et au-delà de cette dimension de, je dirais, simplement de qualification, il faut aussi comprendre, mais regardez ce qu'il vient de se passer la semaine dernière, enfin là on anticipe un peu sur la deuxième partie peut-être, que finalement les discours qui sont opposés à la règle de droit sont des discours très court-termistes. On va renverser tel régime, on va agir, et puis on voit bien que ça ne se passe pas comme ça. Sans être même si moi je viens d'un autre millénaire, mais sans remonter trop loin, vous pouvez faire des études, le renversement de régimes étrangers par la force, pour installer des régimes démocratiques, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que le peuple se saisisse de la question de la légitimité gouvernementale pour espérer un changement. Donc, en fait, vous voyez, notre discours de juriste à nous, il est de dire, un, le droit nous permet de qualifier les choses. 2, le droit nous permet de poser un autre regard. Et je termine là-dessus, je ne veux pas être trop long, mais ce qui, la semaine dernière, était probablement totalement inaudible, dire la règle de droit quand même, nous conduit à dire que l'action des États-Unis et d'Israël en Iran, que ça nous plaise ou non, juridiquement, ça a un nom, ça s'appelle une agression. Voilà, du point de vue du droit international, ça ne veut pas dire que les dirigeants iraniens, sont des types cool, pas du tout, mais c'est une agression du point de vue du droit international. Bon, ça c'était inaudible la semaine dernière. Cette semaine, avec l'augmentation des prix du pétrole, avec, le fait que le régime iranien se maintient malgré tout, le fait que manifestement les États-Unis n'ont aucun but de guerre clairement identifié, ce discours déjà retrouve un écho potentiel. On se retrouve dans un mois. Réinvite-moi, Anne. Merci. Juste pour poursuivre sur, et répondre à cette, 1re question et là effectivement, je rejoins plutôt Pierre. Oui, oui, moi je ne crois pas du tout à ces histoires selon lesquelles, le droit international serait mort. J'ai fait une conférence la semaine dernière à Saint-Étienne sur ça, j'y crois pas du tout. On a rarement autant parlé du droit international. Alors certes pour le critiquer, mais enfin on en a rarement autant parlé et effectivement on en parlera un petit peu tout à l'heure précisément. On essaie de l'utiliser,
Alors bien ou mal, souvent mal, mais on essaie d'utiliser le droit, on essaie de se raccrocher au droit pour justifier certaines actions. Donc il est toujours là et effectivement, j pour aller dans le même sens, il faut revenir au sens du droit et qu'est-ce que c'est qu'une règle de droit? Là, vous faites ça depuis, 4-5 ans. Une règle de droit, le but, c'est de régir les comportements dans une société. On a les règles de droit qui ont été choisies parce qu'on considérait qu'il fallait régir ainsi les comportements entre les États dans la société. Heu, c'est pas que la règle disparaît, c'est qu'on choisit quel type de règles on veut et si on trouve qu'elles sont pas adaptées, ben, on les change. Mais c'est pas pour autant que la règle, n'existe pas ou n'a pas de sens. Donc on a des règles qui ont été choisies, en société internationale essentiellement depuis 1945 pour régir les comportements, parce qu'on considérait que tel comportement était proscrit. Donc la règle n'a pas disparu. Certains font le choix de s'écarter de la règle, mais ça ne veut pas dire que la règle n'existe pas. Et si elle convient pas, bah, il y a qu'à utiliser les processus, si on y arrive, pour essayer de la changer. Mais ça vaut dans la société internationale comme dans la société interne. La règle est pas morte, ça a pas de sens, c'est pas une personne, c'est pas une organisation, une société. Ça a aucun enfin pour moi, ça a aucun sens, mais effectivement, c'est, visiblement vendeur parce qu'il y a plein de cette occasion, j'avais fait des PowerPoint avec toutes les unes de presse qui sortent, «Le droit international est mort», vive le droit international, hein, certains diraient. Mais, donc non, ça sur ça, je suis pas inquiète de ce point de vue-là. En revanche, si la règle évolue dans un autre sens, là, ça deviendrait plus inquiétant pour moi, mais c'est pas la disparition pour autant du droit international. Heu, est-ce que les juristes peuvent faire quelque chose? Ça, je ne sais pas si c'est de notre ressort. En revanche, il me semble que, les juristes et les universitaires ont quand même une possibilité d'agir pour expliquer les choses, qualifier, je suis d'accord avec toi Pierre, bien qualifier, bien nommer les choses, bien qualifier les choses et essayer de les expliquer. Et souvent, on n'a pas les explications brandies comme ça, le droit international a été violé ou pas, ou nous permet de, sans rentrer dans la technique de la règle. Alors sur des plateaux télé, c'est peut-être compliqué, mais heureusement, c'est pas le seul vecteur d'information et donc voilà, ça vous appartient aussi, vous, d'expliquer à vos copains, vos entourages, un petit peu ce que dit réellement le droit international et est-ce que c'est vraiment de sa faute? Je ne crois pas. C'est peut-être ceux qui l'utilisent dans un sens ou dans un autre qui en sont responsables et pas le droit en tant que tel, me semble-t-il. Hem, est-ce qu'il existe déjà des outils? Oui, et c'est, je crois, ce qui peut être une parfaite transition, c'est que les outils existent. Il existe des outils, mais ce qui est intéressant, je trouve, à maintenir, pour revenir sur la question de début, à maintenir l'existence, si on l'identifie bien, du concept de l'OFER, c'est que c'est la finalité qui change. C'est-à-dire que les outils existent, la règle existe, les outils, l'abus de droit, effectivement, tous ces concepts, les juridictions, on y reviendra, ça existe, mais dans le lawfare, ce qui est particulier, c'est la finalité. C'est la finalité et c'est l'identité de la personne, de l'entité, de l'État contre qui on va l'utiliser et ça change la donne. De savoir, je trouve que ça aide à mieux comprendre et éventuellement se saisir du phénomène, si on l'identifie clairement, pour savoir précisément si dans tel cas c'est utile, je peux l'utiliser parce que ces mécanismes-là peuvent être actionnés pour aboutir à cet objectif-là. Et donc, oui, c'est pour ça que l'abus de droit, il existe. Si c'est qu'on utilise, à mauvais escient ou pour une mauvaise finalité une règle de droit, bah, devant une juridiction, l'abus de droit, ça existe et ça pourrait être sanctionné, pas de problème, ça existe. Donc il y a des mécanismes qui existent, alors, si c'est reconnu, hein, mais là, ça fait écho à des discussions qu'on a pu avoir. Faut-il encore que la cour considère qu'il y a abus de droit? Ça, c'est, tout un sujet. Mais, heu les mécanismes existent, mais leur emploi contre un ennemi, en parallèle d'une guerre ou dans le cadre d'une guerre, là, ça change, la perception de l'outil, juridique, je trouve et donc ça conserve une pertinence,
parce que ça singularise la situation par rapport aux usages, habituels, communs, de la règle de droit, des outils de droit. Saisir un juge, bah, c'est pas la même chose. Saisir un juge international, c'est pas la même chose si on le fait dans le cadre d'un lawfare parce qu'on est dans un conflit armé et que c'est le seul moyen qu'on a pour essayer d'agir contre, le plus fort militairement. C'est pas la même chose que quand on saisit un juge parce que, on veut simplement mettre en cause la responsabilité d'un autre État, parce que, il n'a pas respecté les frontières sans qu'il y ait nécessairement de conflit armé. Donc ça change la perception et donc les explications et potentiellement l'usage de l'outil si on sait dans quelle finalité il est utilisé, me semble-t-il. Mais, Merci beaucoup pour ces éléments. Avant de passer peut-être au deuxième point, parce que le temps file vite, est-ce qu'il y a des questions dans la salle autour de la notion? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez, que l'on revienne? Merci Julien, merci, à toutes et tous. Je voudrais revenir sur, la moue adressée à Pierre, tout à l'heure. Alors je voulais dire d'abord que je partageais absolument, ce que vous avez dit sur, le caractère, vivace du droit international, hein. Je crois qu'on se bat tous, dans cette voie, mais Heu, il y a un point qui m'intéresse, c'est le lawfare ou les instrumentalisations, on ne va pas revenir sur la dans le cadre des organisations internationales. Nous co-dirigeons une thèse d'ailleurs sur, la question sur les organisations de sécurité et la résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée avant-hier. Heu, Moi, me pose, véritablement problème, là-dessus, sur le rappel de la règle et cetera. Parce que là, tout de même, on a une résolution du Conseil de sécurité qui est adoptée par 135 États et qui condamne, les frappes, de l'Iran, qui sont des frappes, exercées dans le cadre de la légitime défense, de cet État. Donc c'est quand même une résolution, heu, qui me paraît, assez problématique en matière de Alors, on va parler, je crois, je veux pas du lawfare ou des instrumentalisations dans le cadre des organisations internationales. Mais pour reprendre cette situation, bah, en fait, évidemment qu'elle peut être, inconfortable si nous, nous considérons, bah, oui, qu'il y a eu, je l'ai dit, il y a eu agression, donc ça veut dire que s'il y a eu agression, il y a eu le droit à la légitime défense. Là où peut-être on ne sera pas d'accord, toi et moi, mais c'est un débat de juristes, c'est pas on va pas l'avoir aujourd'hui. C'est que ce droit de légitime défense, pour moi, ne donne pas à l'Iran le droit d'aller, frapper n'importe où, sur n'importe quel État et cetera. Donc on pourrait discuter. Donc moi, la résolution en tant que telle, bon, on peut en discuter. Ce qui est gênant dans cette résolution, c'est pas ce qu'elle dit, ou peut-être un peu ce qu'elle dit, mais c'est plutôt ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'origine de tout ça. Mais si on dépasse ce cadre-là, on est encore, et là, c'est là qu'on retrouve, je veux pas passer pour un type optimiste qui trouve que tout est génial. La situation est compliquée, on est bien d'accord et je suis le premier à le reconnaître. Mais on est encore quand même, Heu, dans un discours sur le droit, dans une les États se saisissent du droit. Ils ont des visions et aujourd'hui, c'est ça qui est important parce que qu'est-ce qu'on regarde? Si on reprend la situation de l'Ukraine, par exemple, et ça peut être déstabilisant pour nous en tant que juristes, mais c'est intéressant de voir, ça nous interroge justement sur la place qu'on donne au droit et la manière, la dynamique des règles, même si c'est inconfortable pour nous. Regardez les votes à l'assemblée générale. C'était pas du Conseil de sécurité, mais là, c'était plutôt l'assemblée générale. Regardez les votes l'évolution des votes à l'assemblée générale sur la situation en Ukraine. Juste après l'invasion, majorité massive à l'assemblée générale, pas parfaite, hein, mais massive pour condamner l'action de la Russie. Et puis,
si vous regardez, vous allez voir que cette, majorité, peu à peu, elle s'effrite quantitativement, elle est toujours là, mais elle s'effrite et puis surtout qualitativement, vous allez voir qu'il y a des États importants qui, habituellement, enfin, on avait l'habitude, nous, les Français, les Occidentaux, que ces États votent avec nous. On se posait même pas trop la question et puis ces États, ils votent plus avec nous et donc ça veut dire qu'il y a un débat sur la pertinence de la règle et de son application qui est un débat tendu, qui est un débat difficile. Mais on est encore, c'est la seule, bonne nouvelle de la chose, on est encore, hem, dans un débat politique. Ce sont des États, c'est pas, des juristes, hein. Ce sont les États qui se saisissent de la règle de droit pour, donner leur propre interprétation de la règle de droit. Donc dans cette mesure-là, si tu veux, heu, je garde une certaine forme d'optimisme par rapport à tout cela, avec la prudence qu'il faut mettre en disant cela. Mais après, je veux dire, c'est pas la première fois. Je vais prendre un autre exemple. On oublie, en fait, je pense que quand on est juriste, il faut avoir, une vision du temps long. Mais, je vais prendre un exemple très lointain, totalement oublié. Vous avez eu, on peut appeler ça un génocide, on va faire vite, mais bon, voilà. Heu, le génocide, au Cambodge, 1975 et 1979. Bon, tout le monde connaît, ce drame. Qu'est-ce qui a mis fin à ce drame? Ce qui a mis fin à ce drame, c'est, l'intervention militaire du Vietnam au Cambodge en 1979. Alors attention, le Vietnam avait, n'était pas intervenu pour des raisons humanitaires, hein, au Cambodge, que les choses soient très claires. Eh bien, à l'époque, vous avez une résolution de l'Assemblée générale qui condamne dans les termes les plus fermes l'intervention du Vietnam au Cambodge. Alors aujourd'hui, si on regardait cette résolution qui a quand même mis fin à l'un des drames, enfin, il y en a eu beaucoup malheureusement, mais enfin un drame dont on connaît quand même, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Cambodge, mais qui a marqué cette, société encore aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement dur, voilà. Bon, cette intervention militaire, encore une fois, juridiquement et cetera. Bon, à l'époque, l'Assemblée générale a condamné cette action du Vietnam. Donc, je prends cet exemple pour dire que, bah oui, dans l'histoire des Nations unies, moi j'aime bien les Nations unies, hein, mais dans l'histoire des Nations unies, d'un point de vue strictement juridique, des épisodes peu glorieux, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Merci beaucoup pour, ces réponses. Alors on va passer directement au deuxième temps d'échange parce que le temps file, et donc je vais, peut-être on pourra regrouper finalement, on peut poser les questions à la fin de il y a une question après ou on la laisse? Bah, alors, allez-y, posez votre question, Alberca, sur, Zoom. Ah, pour l'autoriser, mais c'est pas Oui, bonjour professeur. Est-ce que vous m'entendez bien? oui. Oui, tout à fait, monsieur. D'accord. Je vous remercie. Ma question porte plus sur le droit d'asile. En fait, je voudrais savoir, dans le cadre de l'externalisation de l'asile, par exemple, les accords avec entre l'UE, la Turquie, la Libye ou la Tunisie encore, est-ce qu'on peut parler de l'OFER lorsqu'il y a des pays tiers qui utilisent quand même le cadre juridique de la coopération migratoire comme le suivi de pression diplomatique ou même financière sur l'Union européenne? Donc c'était ça ma question vraiment sur le droit de l'asile. Merci, merci monsieur pour votre, question. Alors votre question, elle est pertinente au sens où bien sûr que, les traités, les accords qui sont conclus, encore une fois, ont toujours une finalité particulière et peuvent être exploités en termes géopolitiques et on est dans de l'instrumentalisation de la norme et de la création de la norme, parfois instrumentalisée pour aboutir à un objectif précis qui peut être de faire pression sur des États. Néanmoins, mais avec ma conception restrictive
dit lawfare, je vois pas forcément du lawfare ici, au sens où il y a pas un ennemi visé. C'est pas contre un État en particulier dans le cadre d'un conflit et ces outils-là ne sont pas un moyen de mener une guerre, par d'autres, leviers que, des moyens militaires traditionnels. Donc pour moi, ça ne serait pas du lawfare entendu comme je l'entends dans le cadre d'un conflit armé contre un ennemi. En revanche, bien sûr que c'est de l'instrumentalisation du droit et créer du droit et l'utiliser pour faire pression, sur certains États, mais comme on a plein d'autres exemples où, la création du droit est un outil, géopolitique. On y reviendra peut-être, je ne sais pas, sur les questions cyber ou autres, où on crée du droit pour faire pression sur un État, un groupe d'États, mais sans que ce soit pour, vaincre dans un conflit armé. Je sais pas si tu veux. Alors juste en 2 mots, j'espère monsieur que vous faites pas votre thèse là-dessus parce que sinon vous allez y perdre votre latin. Bah, si vous avez suivi depuis le début, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ma voisine et ma collègue. Bien sûr que toute instrumentalisation n'est pas du lawfare et que donc je suis d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on va faire des accords comme cela qu'on est dans un lawfare nécessairement. Mais quand, et sur cette question aussi, on voit eh bien, une intensité, un débat, en fait, ce qui est c'est pas simplement des petits accords qui visent à réinterpréter leurs règles. Ces accords qui se multiplient, j'insiste sur le fait qu'ils se multiplient, ils visent à, de mon point de vue, hein, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste, mais ils visent à remettre en cause, fragiliser, abattre la philosophie même de, ce que l'on connaît depuis très longtemps, de l'asile et des obligations des États en la matière. Donc derrière des accords un peu techniques, il y a une remise en cause fondamentale d'un modèle et d'une philosophie. Et en sens, donc, si je suis cohérent avec moi-même, il y a une intensité de la remise en cause de la règle qui est telle que, pour moi, on est un peu dans une forme de l'offert. La multiplication de ces cas fait que ce que l'on veut, c'est encore une fois reculer le mur, faire assouplir la contrainte que la règle de droit fait peser sur des États à un moment où ces États sont, pour des raisons que l'on connaît, heu, attirés par des réflexes nationalistes, par des réflexes de renfermement et cetera. Donc on pourrait discuter parce que tout cela est affaire c'est très subjectif. Mais pour moi, dès lors que la multiplication et la gravité de ces accords vient fragiliser un édifice normatif, heu, po générique, ou systémique plutôt, alors on n'est pas très, très loin effectivement de questions qui relèvent du lawfare. Oui, je trouve ce débat vraiment, fécond puisque ça dépend en réalité de la conception, que l'on peut avoir du lawfare. Est-ce qu'on a une approche, restrictive ou est-ce qu'on a une approche plus ouverte? Et c'est aussi pour cette raison qu'on on travaille sur les instrumentalisations, de manière générale parce que le terme permet en effet de déborder, ce cadre-là. Et puis pour, aussi, abonder dans le sens de ce qui a été dit sur la question des accords d'externalisation, ce qui est intéressant là aussi de voir, c'est qu'il est utile pour, les juristes de savoir et de pouvoir qualifier aussi lorsque la violation de la règle de droit est peut-être en cause. Et ici, ce que vous évoquiez, c'est l'article 33 de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et les accords d'externalisation ont été critiqués de manière très frontale par le Haut-Commissariat aux réfugiés qui a mis en cause, l'effet utile de la convention si on acceptait ce type, d'accord. Donc là, il y a à mon sens un enjeu très fort de qualifier les situations pour parfois éviter aussi, peut-être, de voir des instrumentalisations là où elles ne se logent pas, de manière, toujours, évidente. Voilà. Donc merci beaucoup pour, la question et donc pour ces éléments. Donc on voit déjà que les mobilisations du lawfare, sont évoquées. Donc on va passer au deuxième temps d'échange. Comme ça, on pourra, peut-être, réunir toutes les questions à la fin. Et donc, vous avez donc évoqué les différentes, formes, de lawfare, dont une qui est plutôt classique et qui est celle que, finalement apparaît, est plus apparente, c'est celle de l'utilisation, des juridictions comme terrain d'usage stratégique du droit. Cela, ne vient pas que des États, c'est-à-dire que les États peuvent utiliser effectivement, les tribunaux, les cours, pour, f avancer finalement des,
plutôt, le mot m'échappe, pour des utilisations stratégiques finalement pour leurs propres intérêts, voilà, ce que je cherchais. Mais on a une autre forme de l'offert qui est celle, qui est appelée l'offer from the bottom, c'est-à-dire même la société civile finalement peut aller devant le juge, les juridictions, par exemple les juridictions régionales, pour faire avancer certaines questions de droit sur des questions sociétales. On a eu par exemple, avec la Summer School, j'ai eu l'occasion également d'en discuter avec l'un des intervenants, sur par exemple une forme de tierce intervention pour faire avancer les droits en matière, par exemple de droits LGBTI. Voilà, donc il y a finalement des mobilisations, des juridictions internationales ou régionales. Cela peut arriver aussi devant les juridictions nationales. Voilà, donc si vous pouvez, alors madame Grange, nous donner des éléments justement de cette forme de l'offert. Alors, je ne sais pas si du coup, vous allez l'interpréter comme l'offert ou pas, donc de l'utilisation stratégique finalement des juridictions. Merci pour votre question. Oui, bien sûr, si, même avec ma conception étriquée, on va dire, du Lawfare, il y a la saisine, hein, d'une juridiction entre ici, mais hem, alors j'ai pas forcément beaucoup, travaillé ou réfléchi sur l'utilisation par la société civile ou parfois par la société civile instrumentalisée par d'autres États. Si on sait aussi que c'est le cas où, certains vont faire initier, soutenir des groupes de jeunes étudiants pour, instaurer une action, par exemple, contre un État devant des juridictions, régionales ou autres. Ça existe et de mon point de vue, dans le cadre de votre, cycle, effectivement, qui débute, il y a énormément de choses à creuser ici. C'est pas forcément beaucoup approfondi ni compris. Donc je pense que, voilà, dans le cadre de ce cycle qui s'ouvre ou qui se réouvre, il y a beaucoup de choses à creuser, mais même dans la conception, tra étatique, hein, de l'instrumentalisation du droit, oui, bien sûr, saisir un juge international, c'est stratégique, mais j'y reviens, non pas que je persiste, mais presque, heu, il y a un intérêt aussi à isoler, les cas du lawfare par rapport aux autres cas. Parce que sinon, évidemment, toute saisine du juge international est stratégique. On ne saisit pas le juge pour la beauté de la règle, pour la pureté de la règle, internationale comme interne. On ne fait pas ça sans intérêt. N'importe quel État qui saisit la Cour internationale de justice a un intérêt autre que la pureté de la convention bidule qui est en cause. Il y a toujours un intérêt. Donc chacune des saisines de la CIJ, par exemple, ou d'autres juridictions internationales, est stratégique. Heu, En revanche, certaines saisines, quand elles se font dans le cadre du lawfare, je trouve, que isoler ces cas-là apporte, une autre compréhension du phénomène. Et il y a bien sûr des saisines, de juges internationaux qui s'inscrivent dans le cadre du lawfare, qui sont précisément, une mobilisation du lawfare. Hem, Par exemple, dans le conflit qui oppose, l'Ukraine à la Russie, et pas seulement depuis 2022. Le conflit, il n'existe pas seulement depuis 2022 entre ces 2 États, contrairement au récit qui est réécrit parfois. C'est bien antérieur. Dans leur conflit armé, l'Ukraine a beaucoup utilisé, la saisine, du juge international pour essayer de porter des coups à son adversaire, pour dénigrer son adversaire, pour que un tiers vienne dire, avec toute l'autorité du droit, que la Russie viole, ses obligations internationales et viole les droits de l'Ukraine. Donc ça a beaucoup été fait. J'ai, relisté pour aujourd'hui un petit peu toutes ces affaires. Devant la CIJ, on avait des affaires, avant, notamment, eu égard à la convention contre les discriminations, ça c'est antérieur à 2022. Comme la Géorgie d'ailleurs avait pu le faire, elle aussi, quand elle était dans son conflit armé avec la Russie. Et là, le simple fait d'obtenir des mesures conservatoires, c'est une victoire, hein, parce que ça amène, le juge à dire déjà que l'autre doit cesser ses actions. Donc bien sûr qu'ici on est pour moi, dans de la concrétisation du lawfare.
Devant la CIJ, évidemment, il y a l'affaire relative à la convention génocide, quelques jours seulement après l'invasion 2022. Si là, on n'est pas précisément dans du lawfare, c'est un moyen rapidement mobilisable, employé par l'agressé pour agir contre l'agresseur et qui est plus facilement mobilisable que déployer des armées, et trouver, des soutiens militaires. Le soutien du juge est plus immédiatement accessible et le juge se prononce rapidement avec les mesures conservatoires. Alors après, la suite de la procédure, elle peut échapper à celui qui saisit le juge et on l'a vu avec, voilà, l'arrêt de la cour sur les exceptions préliminaires. Peut-être que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qui était espéré par le demandeur. Mais donc saisine de la CIJ, saisine du TIDM, là aussi c'est antérieur, mais où, l'Ukraine avait saisi le TIDM contre la Russie, par rapport à l'immobilisation de navires, saisine de la CEDH en interétatique, hein, puisque, l'Ukraine a vraiment eu une stratégie de saisir tous les juges internationaux possibles pour, relever, les violations du droit par la Russie. Donc il y a plusieurs affaires, qui sont d'ores et déjà terminées, j'en ai noté 3 interétatiques, Ukraine-Russie, qui sont terminées, d'ailleurs dont une où c'est la Russie qui avait attaqué l'Ukraine, devant la CEDH. Donc on voit que c'est, un outil, qui est utilisable par les 2 parties au conflit et il y a encore 5 affaires qui sont pendantes, interétatiques, entre l'Ukraine et la Russie, initiées depuis 2014. C'est vraiment depuis 2014 que cet outil est utilisé. On a des arbitrages avec la Cour permanente d'arbitrage dans ces affaires-là. On en a eu, au moins 2 et on a, et ça rejoint un petit peu votre remarque initiale, beaucoup de TBI, de traités bilatéraux d'investissement qui sont mobilisés par des investisseurs, souvent russes, contre, l'Ukraine, pour aussi, faire reconnaître des violations, sur leurs droits. Ce phénomène n'est pas récent. La Yougoslavie qui saisit la cour, pour, essayer de faire condamner, les forces de l'OTAN, dans le cadre de l'ICIT de l'emploi de la force, c'était la même démarche. En plein conflit armé, on essaie, d'obtenir une décision favorable et c'est également le cas dans d'autres conflits. On pense ici évidemment à la situation de la Palestine où, il y a eu, la demande d'avis, là en mobilisant, pour rejoindre, la remarque, d'Anne tout à l'heure, en mobilisant l'organisation internationale quand on ne peut pas le faire soi-même, pour obtenir une position du juge. C'est l'affaire Afrique du Sud contre Israël où on est aussi dans cette instrumentalisation-là, mais c'est le cas d'autres conflits, par exemple Arménie-Azerbaïdjan. Là, on utilise la cour dans le conflit armé qui nous oppose, mais en le déplaçant sur un autre terrain. Et on pourrait même mentionner dans un tout autre conflit hors zone, par rapport à ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est dans le cadre de Taïwan et dans, ce qui se passe pour la mer, de Chine où, les Philippines attaquent la Chine en arbitrage pour essayer de faire reconnaître, des possessions différentes. Donc oui, le juge est utilisé dans le cadre du lawfare, mais il me semble intéressant d'isoler ces affaires qui sont un moyen dans le cadre du conflit armé par rapport à, tout usage du juge qui est par définition même, je pense, stratégique, en fait. Tu n'es pas d'accord, Pierre? Si. Je bah, il faut choisir sa victime. C'est-à-dire que, tout ce que tu viens je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, voilà, factuellement et on a vu aussi l'arme du droit se retourner, malheureusement ou pas, contre, celui qui l'avait utilisé devant la Cour internationale de justice. Parce que certes, il y a eu l'ordonnance en indication de mesures conservatoires, mais l'arrêt sur la compétence a été terrible pour l'Ukraine et ses conséquences n'ont pas fini pour l'Ukraine d'être dur dans les années qui viennent. Maintenant, l'Ukraine doit convaincre la Cour qu'elle n'a pas commis un génocide sur son territoire. Enfin, je la fais un petit peu courte, mais c'est quand même c'est cruel, je dirais, d'un point de vue juridique. Bon, mais donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, on oublie que, parce que c'est devenu tellement, presque un réflexe, on oublie que, dans le cadre de ces conflits armés, mais aussi ou d'autres situations, parce que on utilise un outil qui est la convention sur le génocide de 1948, parce que la convention sur le génocide de 1948 a ce fameux article 9 qui ouvre une voie devant la cour. Mais donc, vous voyez, la règle de droit, elle n'est pas, elle n'en sort pas, je dirais,
anodine. La question Ukraine-Russie, qui est une question très grave, c'est pas d'abord une question de génocide. Dans la question palestinienne, il y a une dimension de génocide, c'est pas moi qui vais dire le contraire, encore une fois, ne me prenez pas mal, mais si le génocide est emporté devant la Cour internationale de justice, c'est parce que la convention, encore une fois, a cet outil, ce véhicule juridictionnel qui est relativement ouvert. Il y aurait en fait d'autres voies d'aborder cette question. Donc, je suis d'accord avec toi, mais mon hésitation, elle vient du fait que on peut s'arrêter à une vision formelle du conflit armé, mais encore une fois, on va peut-être parler, si on a le temps, un peu de l'autodétermination, où là, on n'est pas forcément dans une situation de conflit armé, mais pourtant, on va utiliser la règle d'une manière ou d'une autre sur ce que j'appelle des problèmes systémiques, des problèmes de relations internationales systémiques. Et pour moi, on est, encore une fois, dans une tension qui dépasse la politique juridique extérieure habituelle. Mais on ne sera pas d'accord. Je vois Chiara qui est nerveuse parce que le temps passe. Et juste pour une je suis d'accord avec toi et il faut pas oublier que l'effet va pas nécessairement être le même que si c'était par des moyens traditionnels. C'est-à-dire que, cette, pauvre cour internationale de justice, on lui demande de mettre fin parfois ou de donner, le coup fatal dans un conflit armé alors que, c'est pas la cour qui réussit à faire reculer les chars non plus. Donc on en attend quelque chose de majeur et une victoire décisive, mais dans les faits, les arrêts rendus, les ordonnances rendues n'ont pour l'instant pas réussi à mettre fin. Donc l'objectif, ultime n'est pas atteint. Et bien sûr qu'il y a une limite, à cet égard, hein. Et oui, oui. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite proposition pour, parce que là, je vois que le temps passe et on va pas avoir le temps. Moi, j'avais prévu de parler peut-être d'autodétermination, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Il va falloir que je revienne. En septembre. Mmh. Non, mais j'aime bien septembre, là, oui, c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça. Moi, j'aime bien septembre, tu vois? C'est pour la rentrée, j'aime bien. Non, mais c'est plus sérieusement, on peut d'accord, parce qu'on pourrait peut-être parler des Nations unies et du multilatéralisme et du Board of Peace. Parce que là, typiquement, on est un peu au cœur du débat que l'on a avec Marilyn. J'espère qu'il est intéressant pour vous. Au fond, où on a une vision étroite des choses et peut-être à ce moment-là qu'il faut laisser cette question de l'avenir du multilatéralisme et des Nations unies de côté, ou alors on considère que les Nations unies, c'est quand même été un instrument qui a été créé pour la paix, pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Et donc, la manière dont aujourd'hui on bouscule, même juridiquement, les Nations unies, ça peut entrer dans la question du lawfare. Mais c'est juste une petite suggestion que je fais pour rester sur le. Ceci dit, moi, j'ai le temps devant moi. Hein, je suis dur la tête plus jour. Non, non, comment? Qu'est-ce que je fais? Je pose la question. Je pose la question. Bon, donc, puisque vous avez non, 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 mais puisque vous avez évoqué la question, donc si vous pouvez effectivement rebondir sur la question de l'usage des Nations unies comme forum finalement de l'usage stratégique, du droit international. Oui, bah là, je regrette déjà d'avoir fait cette proposition. Mais non, mais c'est- je trouve que l'histoire, elle est assez intéressante, mais elle se fait sous nos yeux. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est ce fameux Board of Peace. euh, et j'ai envie de vous dire, mais je serais curieux d'entendre ce que Marilyn pourra aussi vous dire sur la question. Ah, voilà. Bah, les agents trumpiens nous empêchent de dire du mal du Board of Peace. Euh, En fait, j'aurais envie de vous dire, n'en parlons même pas, c'est vulgaire. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité, de regarder la charte de ce fameux Board of Peace. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous, alors c'est une lecture que je vous conseille. Elle n'est pas très longue, honnêtement, c'est un truc assez court, hein, ça c'est court et honnêtement, enfin, même dans des films burlesques les plus, étonnant, on n'aurait pas pu imaginer quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'on critique beaucoup Trump, et je l'ai fait tout à l'heure,
par son ignorance totale de la règle juridique et tout simplement de la rationalité, mais c'est peut-être encore mieux quand il n'essaye pas de faire du droit que quand il en fait. Parce qu'alors là, vous avez quelque chose qui, encore une fois, est très étonnant. Je vous rappelle que pour devenir membre, alors d'abord que monsieur Trump lui-même, himself, à titre personnel, hein, est le président à vie, de ce Board of Peace, il a la main sur tout. Vous voulez devenir membre du Board of Peace, vous êtes un État, bon, faut payer un petit milliard de dollars, mais qu'est-ce que c'est qu'un milliard de dollars quand ses fils lui-même investissent dans les drones qui sont... Enfin, je m'égare. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard? Aujourd'hui, si tu as pas un milliard de dollars, qu'est-ce que tu fais? Tu es prof. Heu, bon, il détermine qui est membre, il peut chasser des membres. Il a, ça c'est ma clause préférée dans le Board of Peace, où il a une clause qui est calquée sur celle du règlement des différends, notre article 33 de la Charte des Nations unies, sauf qu'en dernière, en ultime secours, si les États membres n'arrivent pas à régler leurs différends par les voies que nous connaissons, qui va pouvoir trancher leurs différends? Je vous le donne en mille, vous avez deviné. Donc, c'est pas la peine quand on lit ça de passer plus de temps là-dessus. Voilà. Et pourtant, en fait, ce Board of Peace, c'est le signal. Il y a quand même 22 États, j'ai regardé en venant, c'est pas rien, hein, 22 États qui ont accepté de devenir membres du Board of Peace. C'est pas totalement négligeable, sachant que le truc est totalement fou, hein. 22 États, bon, c'est peut-être pas ce qu'il avait envisagé, mais moi je trouve que c'est pas si négligeable que ça. Et ce que le Board of Peace dans son délire nous montre, à contrario, c'est qu'aujourd'hui, l'Organisation des Nations unies, et on revient sur cette notion d'outil et de pertinence de l'outil, je pense que, en tout cas de mon point de vue, c'est ça qui est important aujourd'hui lorsqu'on parle de lawfare, ça nous conduit à nous interroger sur la pertinence des outils normatifs et institutionnels dont nous disposons. Je crois que c'est ça, le cœur de notre histoire. Eh bien, ce Board of Peace nous invite à nous interroger sur la pertinence continue, si vous voulez, des Nations unies. Et là, nous sommes au cœur d'une question qui est très complexe. Et au fond, Anne, ta remarque de tout à l'heure rejoint ça. Aujourd'hui, les Nations unies ne fonctionnent plus comme elles ont fonctionné il y a un certain temps. Au sein même de l'Assemblée générale, on voit des divisions extrêmement fortes. On verra ce que donnera la prochaine élection du secrétaire général, mais je pense qu'elle va là aussi donner lieu à des divisions très fortes, alors que d'habitude, comme vous le savez jusqu'à présent, avec un mécontentement croissant de l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale a toujours entériné finalement le choix fait par le Conseil de sécurité. Je ne suis pas sûr que cette fois-ci, ça va se passer de cette manière-là. Et nous avons un problème, si on parle de lawfare au sens Grange du terme, au sens Marilyn du terme, c'est que l'outil qui sert à maintenir la paix et la sécurité internationale aux Nations unies, cet outil est aujourd'hui détruit. Et Melania Trump n'y est pour rien. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas qu'il soit paralysé de manière temporaire, c'est qu'il a montré aujourd'hui, je le pense, des signes de, je ne suis pas devin, mais de défaillance qui sont quasiment irrémédiables. Avant même Trump, il y a des divisions au sein du Conseil montrent que le Conseil, à force d'hypertrophie de ses pouvoirs, le Conseil a aujourd'hui perdu totalement sa place, sa crédibilité, et qu'il aura beaucoup de mal à la retrouver. Et ça c'est un débat très inconfortable, pour 2 raisons, je ne veux pas être trop long. Une raison systémique, si vous voulez, un peu juridique, et puis une raison plus française. Je vais m'expliquer. La raison systémique, c'est que quand on dit bah, le Conseil de sécurité aujourd'hui est totalement dysfonctionnel et il ne remplit plus sa mission, il ne peut plus la remplir, et je veux dire là, c'est un instrument juridique, c'est un instrument de l'OFER, hein, le Conseil de sécurité, tu seras peut-être d'accord, on sera peut-être d'accord là-dessus. Le Conseil de sécurité, son métier quand même, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale, ça ne fonctionne plus.
Alors, quand on dit ça, alors vous, juristes, qu'allez-vous faire pour, remédier à ça? Eh bien, souvent, on va parler de la fameuse réforme du Conseil de sécurité. Mais cette réforme du Conseil de sécurité, elle aussi, elle est quasiment impossible. Dans la composition même du conseil, on peut jouer, on peut refaire un jeu, on se donne 5 minutes. Qui voyez-vous comme membre permanent? Certains vont dire le Brésil, l'Afrique du Sud, le Japon, principal financeur des Nations unies, au budget ordinaire, après ceux que l'on connaît et cetera. Mais on sait bien, l'Inde, hein, enfin j'en pourrais, le dire, mais on sait bien qu'en réalité, pour qu'une telle réforme ait lieu, il faut une révision de la charte, hein, je ne vais pas faire de la technique. Or cette révision, elle passe nécessairement par une absence d'opposition des membres permanents du Conseil de sécurité, les 5, et vous ne l'aurez pas. On pourrait penser à la réforme des modes de travail du Conseil de sécurité, mais là encore, on a des propositions sur la table, et sur la France et tout, mais ces propositions, c'est malheureux, mais elles n'avancent pas. Donc on a un organe qui est encalminé très durablement et de manière systémique. Et la deuxième perspective, moi je suis très surpris quand j'entends des gens qui prétendent parfois même aux plus hautes fonctions, hein, sont sortis de l'école alsacienne pour devenir Premier ministre et qui maintenant se verraient bien président de la République et qui nous disent que le droit international ne sert à rien. J'ai cité personne. Euh, et qui donc, en fait, pour moi, se tire une balle juridique dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la France? La France, c'est un État qui se distingue des autres puissances moyennes. C'est une puissance moyenne, la France. Hein, on fait plein de choses bien, mais nous sommes une puissance moyenne. Qu'est-ce qui nous distingue un peu? Parce qu'on aime bien être distinct des autres. C'est l'arme nucléaire, bien évidemment. Et puis, c'est notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Or, ce qui, moi, me trouble beaucoup, c'est que justement, en termes de politique juridique extérieure, de manière plus systémique, c'est pas du lawfare au sens où c'est un outil, une utilisation d'un outil dans une donnée donnée, mais je trouve que nos pays, la France et quelques autres, n'investissent pas assez les Nations unies, n'investissent pas assez. C'est là que nous pouvons avoir quelque chose à dire, nous. C'est essentiel pour nous de sauver les Nations unies. Parce que demain, ce qui remplacerait les Nations unies ne laissera pas du tout de place à des pays comme nous. Donc notre intérêt à nous, et c'est un intérêt stratégique, notre intérêt à nous, c'est de sauver les Nations unies. Et je suis très surpris que dans des gens de raison, cette vision-là ne soit finalement pas tellement partagée. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais voilà. Donc le Board of Peace, on l'oublie, mais il nous conduit à avoir mené une réflexion qui est honnêtement une réflexion très inconfortable parce qu'elle nous conduit à penser l'avenir des Nations unies et que c'est un avenir qui est extrêmement complexe, difficile, qui n'est pas impossible, mais qui est extrêmement difficile à concevoir et à penser rationnellement. Oui, oui, enfin, si ça va, oui, oui, donc effectivement, nous, sur certains points, nous ne sommes pas d'accord, mais sur d'autres, et la plupart, nous sommes d'accord. Je voudrais juste bien repréciser, parce que j'ai peut-être pas été très claire, avec ma vision, très restrictive du lawfare. Pour autant, ça je suis totalement d'accord, bien sûr, qu'il y a des instrumentalisations du droit plus largement et que le droit est instrumentalisé et qu'évidemment, on a énormément d'instrumentalisation du droit. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous tous sur le sujet. C'était simplement pour singulariser, la situation particulière du lawfare de mon point de vue, mais bien sûr que le droit est utilisé, sur beaucoup d'éléments et ce board of peace, alors j'ai même fait pire, j'ai lu le discours d'ouverture de Trump, hein. Je suis allée plus loin que juste lire sa charte, hein. Et alors ça, c'est long en revanche. C'est long, c'est pas très juridique, hein, ça, voilà, c'est assez facile à lire, mais c'est quand même intéressant et cette charte, cette création du Board of Peace, précisément, alors que c'était peut-être pas l'objectif, vient montrer l'importance du droit parce qu'on a créé du droit. On a créé une charte qui ressemble, de très loin, mais qui ressemble à, une autre charte d'organisation qu'on a créée et donc finalement, ils ont repris les codes.
des Nations unies. Ils ont repris les articles, tu l'as dit, ils font même des articles qui, sauf le contenu, mais ressemblent énormément à l'article 33 ou d'autres. Donc ça vient montrer finalement à quel point même eux ont besoin du droit international et considèrent que c'est ça qui va poser leur action et qui va légitimer leur action. Donc quelque part, on peut, si on veut, maintenir un regard optimiste, on peut voir ici la preuve qu'on a besoin du droit international. Hem, sur ce que ça dit, des Nations unies, effectivement, on ne peut pas dire autre chose en ce moment. Les Nations unies, en grande partie, sont paralysées et c'est, comment dire? C'est de façon beaucoup moins savante que toi. Mais finalement, Monsieur Trump a fait un peu le même constat. C'est que ces Nations unies ne fonctionnent pas, elles servent à rien et donc, et c'est ce qu'il dit dans son discours d'ouverture notamment, on va supplanter les Nations unies qui n'y arrivent pas elles-mêmes, on va surveiller ce qu'elles font pour les aider et en supervisant à faire mieux. Donc il fait ce même, constat, sans y être, étranger, à la paralysie des Nations unies, mais pour en déduire que, bah, à ce moment-là, on fait autre chose. On fait autre chose et à titre personnel, j'ai pas du tout envie que ce soit ça la solution à la paralysie des Nations unies. C'est-à-dire qu'on peut faire ce constat, mais si la solution, c'est de dire: «Bah, on crée autre chose pour agir autrement et de façon, voilà, proposée, par Trump», là, ça devient gênant et donc je préfère quand même, les Nations unies, telles qu'elles dysfonctionnent actuellement, plutôt que, la solution proposée, du Board of Peace et c'est pas nouveau que le Conseil soit paralysé. Il l'a déjà été pendant des décennies, ça ne l'a pas fait disparaître. Reste à savoir si, les États vont, réinsuffler, l'énergie et l'activité nécessaires pour qu'il joue son rôle, mais ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. On a déjà considéré pendant des décennies que le Conseil de sécurité servait à rien parce qu'il était paralysé par, les affrontements géopolitiques entre, notamment, certains de ses membres permanents et pour autant, il a réussi à reprendre vie, et à exercer pleinement ses fonctions, par la suite. Donc peut-être que, ça pourra revenir et les Nations unies ne se résument pas au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que l'assemblée générale, elle est très active. Elle a retrouvé comme en 50, elle a retrouvé sa place puisque le Conseil ne peut pas agir et ben, allez hop, on redépoussière, la résolution d'Inatcheson et on s'en sert, pour, permettre aux Nations unies d'agir et même en parallèle, on n'a jamais eu autant, de saisines, pour demande d'avis, de la CIJ. Dans le cadre du format de négociation, on a créé on vient quand même ces dernières années d'avoir 2 conventions internationales, qui sont extrêmement importantes, qui ont réussi à se négocier dans ce contexte-là et c'est le traité, que vous connaissez très bien à Nice, le traité BBNJ, où on a réussi quand même à élaborer, cette convention et là, dans le cadre des Nations unies, c'est la convention sur la cybercriminalité. Malgré tout ce contexte-là, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, hein, et des affrontements géopolitiques qui sont matérialisés dans cette convention. Mais malgré ce contexte-là, on a réussi à adopter cette convention qui aujourd'hui est signée par, plus de 70 États. Alors le seul qui l'a ratifiée, c'est le Qatar. Donc, le Qatar est en première ligne de la cybercriminalité, mais, ça dit beaucoup de choses, sur les intentions, mais ils ont quand même réussi à élaborer du droit parce que sur ces sujets-là, ils étaient d'accord pour en avoir besoin. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, c'est sûr que je préfère ce format, qui va mal, hein, plutôt que la nouvelle, proposition. Mais voilà, il faudra voir ce que ça donnera. Merci beaucoup pour ces exemples et ces matérialisations et je trouve que c'est intéressant de parler du Board of Peace parce que le lawfare, en fait, installe, une forme de trouble dans le droit, et il, provoque des incohérences et les discours de politique juridique extérieure et la construction de la charte du Board of Peace montrent aussi toute l'incohérence de la politique juridique extérieure américaine, si on peut la qualifier ainsi.
La particularité du fait que le lofer, eh bien, il va avoir, une matérialisation au Venezuela et puis une autre à Gaza et puis une autre, en Iran, et ça ne sera pas les mêmes matérialisations et ça va rendre difficile pour nous, juristes, êtres de raison, la capacité de cibler, des événements qui sont très différents et qui ne sont pas cohérents, là, encore une fois. Il me revient à remercier, très, très sincèrement, nos intervenants avec Chiara Parisi évidemment, pour la qualité des échanges et surtout pour, ce jeu auquel vous vous êtes prêtés, et qui je pense a soulevé beaucoup d'interrogations. Donc merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui pour nous en parler.